C'est toujours un plaisir de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir dont voici le sommaire. La signature de tout accord à l'organisation d'un dialogue direct entre Kinshasa et le groupe terroriste M23 RDF, la délégation rwandaise a fait son choix. Le refus de participer à la rencontre tripartite prévue dimanche 15 décembre 2024 à Luanda en Angola. La chef de la diplomatie congolaise a démontré noir sur blanc que le refus de Kagame à se rendre à cette tripartite est la revendication pure et simple de la paternité du M23. Élections législatives et provinciales à Massimanimba et Yakoma, le président de la CENI, Denis Kadima, a rassuré que les résultats provisoires seront communiqués au plus tard, c'est mardi 17 décembre 2024. Grève sèche et illimitée lancée ce lundi 16 décembre 2024 au Grand Katanga par les assistants et chefs de travaux de l'université de Lubumbashi. Ils exigent la mécanisation et l'application de l'accord de Bibois 2. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Ouvrons avec la tripartite de Luanda, prévue pour le dimanche 15 décembre 2024 à Luanda, en Angola. La rencontre tripartite RDC, Angola et Rwanda a été annulée. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais devaient se rencontrer sous les auspices du président angolais Joao Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit Kinshasa à Kigali, pour de nouveaux pourparlers visant à rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette tripartite n'a pas eu lieu suite aux divergences apparues lors de la réunion préparatoire de ministres des Affaires étrangères de 3 pays et samedi, conditionnant la signature de l'accord d'un dialogue direct avec le groupe terroriste M23 RDF. Prévue ce dimanche 15 décembre 2024 à Luanda, en Angola, la rencontre tripartite entre les présidents Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lourenço s'est finalement transformée en rencontre bilatérale. L'annulation de cette tripartite est causée par le refus de la délégation rwandaise de prendre part à la dite rencontre, censée mettre fin aux hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo par le retrait de troupes rebelles du M23 soutenues par le Rwanda de zone congolaise. Samedi 14 décembre, à l'occasion d'une réunion préparatoire de ministres des Affaires étrangères de 3 pays concernés, à savoir la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Angola, le Rwanda avait conditionné la signature de l'accord par l'organisation d'un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et les terroristes du M23, une offre qui a été rejetée par la partie congolaise. Constatant l'absence du président rwandais Paul Kagame et sa délégation, le chef de l'État congolais s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue angolais Joao Lourenço sur ces questions liées à cette situation de crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Et dans le même chapitre, le gouvernement congolais a réaffirmé son opposition à toute initiative voulant lui imposer de dialoguer avec le rebelle du M23 soutenu par Kigali. Après les sommets tripartites ratés dimanche à Luanda, Thérèse Kaikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères, a rappelé que le temps de dialoguer avec les groupes armés afin d'accéder à des postes publics est révolu. C'était lors d'un briefing presse. Elle est également revenue sur la question de la ligne rouge défendue par la République démocratique du Congo. Suivez ici son propos. La question de ligne rouge, elle est claire, elle a toujours été claire et défendue par la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23. La République démocratique du Congo, vous le savez tous mieux que moi, vient de très loin. Quand il s'agit des groupes armés, quand il s'agit aussi du poids des négociations que le pays a eu à engager avec des groupes armés qui ont utilisé la violence et la force pour avoir un accès politique ou pour avoir de l'importance ou de l'influence politique ou un accès à des ressources quelconques. Cette page a été définitivement tournée. Et c'est pour cela que pour nous, il est inacceptable. Et je ne pense pas que la République démocratique du Congo soit une exception mondiale quand nous disons qu'il est inacceptable de négocier directement avec un groupe armé
qui bombarde des camps de déplacés, qui tue et qui massacre des civils, qui viole des femmes, qui pille des ressources naturelles et qui est aussi coupable d'attaques contre des soldats de la paix. Cette ligne rouge, elle n'est pas exceptionnelle. Chaque autre pays qui se respecte et qui respecte sa position en tant que pays membre des Nations Unies n'accepterait jamais de parler avec un groupe armé comme le M23 et de lui donner ce degré de légitimité. Il y a un cadre très spécial pour la question des groupes armés congolais et c'est le processus de Nairobi. Il n'y a pas de traitement exceptionnel et il n'y a certainement pas de récompense pour les pilleurs, les violeurs et les assassins. Et puis en réaction à la tripartite ratée le dimanche 15 décembre 2024 entre Félix Tshisekedi, Joao Lourenço et Paul Kagame, les prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege réitère une nouvelle fois son appel à l'endroit de la communauté internationale à sanctionner le Rwanda qui soutient le rebelle M23 qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet tripartite prévu le dimanche 15 décembre 2024 entre le président Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joao Lourenço n'a pas eu lieu en raison des refus de la délégation rwandaise d'y participer. L'annulation de cette tripartite résulte des divergences apparues lors de la réunion préparatoire de ministres des Affaires étrangères de ces trois pays. La délégation rwandaise avait conditionné la signature de tout accord à l'organisation d'un dialogue direct entre Kinshasa et le groupe rebelle M23. Cette proposition a été rejetée par la RDC qui qualifie les M23 de groupe terroriste et refuse de lui accorder une quelconque légitimité. En réaction, le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, a une nouvelle fois réitéré son appel en l'endroit de la communauté internationale à sanctionner le Rwanda qui soutient le rebelle du M23. La RDC et ses partenaires, tant publics que privés, doivent s'attaquer aux principales causes structurelles qui constituent des éléments moteurs de conflits qui persistent dans l'est du pays, à savoir l'exploitation et le commerce illégal de ressources naturelles et la culture de l'impunité. Il faut impérativement que les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni et d'autres partenaires adoptent des sanctions politiques et économiques contre le Rwanda et suspendent leur assistance militaire au Rwanda tant qu'il soutiendra le M23 et agressera la République démocratique du Congo. Et tant que les États de région ne respecteront pas de bonne foi les engagements pris au titre des accords cadres, c'est le seul langage qui entraînera des effets concrets, à savoir mettre fin à la souffrance des millions de Congolais en errance dans l'est du Congo, due à l'ingérence rwandaise, a indiqué Mukwege. Se référant à une déclaration du pape François, Denis Mukwege estime qu'il est temps pour la communauté internationale de sortir dans l'indifférence sur la situation de la République démocratique du Congo. La stabilité au cœur de l'Afrique est essentielle pour la paix et la sécurité internationale, mais aussi pour l'économie mondiale et la transition énergétique, ainsi que la diplomatie internationale et les acteurs économiques et du privé doivent mobiliser tout le levier à leur disposition pour contribuer à mettre un terme aux agressions récidivistes de pays à la base de la déstabilisation de la République démocratique du Congo en utilisant le recours à un régime de sanctions et de conditionnalité de l'aide. L'annulation de la tripartite est perçue comme un nouveau revers pour le processus de médiation angolais. Tout à fait autre chose, direction Chambre basse du Parlement où la session de septembre s'est clôturée le dimanche 15 décembre avec le vote de la loi des finances exercice 2025 qui a été revu à la hausse. Ce nouveau texte a été voté après que l'Assemblée nationale et les Sénats sont tombés d'accord sur les divergences constatées. Ce texte sera transmis au président de la République pour sa promulgation.
À l'Assemblée nationale, les rideaux sont tombés ce dimanche 15 décembre sur la session ordinaire de septembre 2024. Conformément à l'article 117 de la Constitution, les députés nationaux s'en vont en vacances parlementaires après avoir traité et vidé toutes les matières retenues lors de cette session qui vient de s'achever. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session qui, a-t-il dit, s'achève avec une production législative tant qualitative que quantitative de textes de loi et du contrôle parlementaire. Le speaker de la Chambre basse du Parlement les a en outre invités à saisir la quintessence du contrôle parlementaire qui n'est nullement une chasse aux sorcières ou un moyen de déstabilisation du gouvernement. Le mot du professeur Vital Kamerhe se sont également apaisantis sur la situation globale de la vie nationale en reconnaissant les efforts consentis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'amélioration des conditions de vie de la population et pour la restauration de la paix dans l'ensemble du pays, particulièrement dans sa partie est en proie à l'insécurité suite à l'agression rwandaise. Avant de déclarer close la session ordinaire de septembre 2024, aux députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale leur a souhaité un repos mérité et un travail continu auprès de leurs bases respectives pendant ces vacances parlementaires, signalant que bien avant la clôture solennelle de cette session qui a été essentiellement budgétaire, la représentation nationale a réexaminé et voté un rapport présenté à la suite de travaux de la commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat mise en place par le président de deux chambres du Parlement relatif au projet de loi des finances exercice 2025. Au cours de ces travaux, il était question pour les députés nationaux et sénateurs d'aplanir 3 divergences des formes et des fonds apparues lors de l'examen de ces projets de loi au Sénat. Ces 3 divergences sont notamment celles liées aux recettes avec les dégagements de recettes additionnelles par le Sénat avec un taux d'accroissement de 0,8%, aux dépenses avec l'affectation de recettes additionnelles aux secteurs vitaux tels que l'enseignement supérieur et universitaire, l'éducation, la défense et la santé conformément à la volonté des élus. Et enfin, celles liées aux 3 amendements apportés sur les articles de cette loi, les articles 17, 78 et 79 sont parvenus à une conclusion commune. Sans débat, les élus du peuple ont déclaré recevables ces rapports ainsi que ces conclusions présentées à l'hémicycle par le député national Guy Mafuta, président de la commission économique, financière et de contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale ECOFIN. Par la même occasion, la loi des finances et son exposé de motifs tel qu'harmonisé par la commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale Sénat a été déclaré également recevable et adopté. Ravi de cette issue heureuse qui apporte à la loi des finances 2025 un budget revu à la hausse pour la seconde fois tout en parvenant à l'aplanissement des divergences, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a loué le travail de qualité abattu par la commission mixte paritaire et les résultats qui en découlent. Après avoir procédé au vote nominatif de ces textes de loi, il ressort que 411 députés nationaux ont voté pour, 0 contre et 0 abstention. Poursuivons avec la clôture des états généraux du portefeuille. Le recrutement des mandataires au sein des entreprises publiques ne devrait plus se faire sur base des appartenances politiques comme c'est souvent le cas. Ils devraient plutôt être recrutés sur base de leurs compétences. C'est l'une des principales recommandations sorties des états généraux du portefeuille qui se sont achevés le samedi 14 décembre à Kinshasa. Débuté le 9 décembre dernier, ces assises ont été clôturées par la première ministre Judith Suminwa. Retour en image. C'est une semaine intense qui vient de s'achever pour le participant aux états généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Ils ont longuement réfléchi sur le mot qui empêche la bonne marche de ces entreprises publiques. Pour bien mener cette réflexion, les travaux étaient éclatés en 6 ateliers. Dans chaque groupe de travail, un thème particulier lié à la vie des entreprises publiques a été passé au peigne fin. Les participants ont entre autres réfléchi sur le cadre juridique et institutionnel, la gouvernance et les contrôle des entreprises publiques. Le constat est sans appel, ces entreprises sont malades. Il faut une thérapie de choc pour le relever. Plusieurs recommandations ont été faites, à savoir 1. Prescrire que
la désignation des mandataires publics ne devra se faire sur base des appartenances politiques et exiger de la part des organes spécialisés un profil type tenant compte des compétences et ou des qualifications nécessaires. Pour Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, toutes les recommandations issues de ces travaux ne devraient pas rester lettres mortes. Il en appelle à leur application par tous les acteurs impliqués dans ces secteurs pour le redressement de ces entreprises. Après des débats constructifs et des échanges riches, des actes issus de nos travaux qui reflèteront les recommandations formulées devront être exécutés impérativement. Ces actes ne sont pas simplement des conclusions, mais bien plus un engagement commun pour assurer l'avenir de nos entreprises du portefeuille de l'État à travers des réformes nécessaires en vue de leur redressement, croissance et diversification. Ils portent sur les axes, donc les actes en question, portent sur les actes stratégiques fondamentaux qui ont été identifiés tout en répondant aux défis présents et tenant compte des enjeux économiques auxquels le pays fait face. La compétence et l'intégrité doivent être de mise dans le choix des mandataires des entreprises publiques. La première ministre Julie Soumino a insisté là-dessus dans son mot de clôture de ses assises. La manière de diriger ces entreprises ainsi que leur cadre juridique doivent être revus pour que ces entreprises soient un levier de l'économie congolaise. Les discussions que nous avons eues ont permis de dresser un bilan des défis à relever, de définir des solutions concrètes pour les surmonter. 5 jours de réflexion ont révélé l'engagement collectif de tous les acteurs et toutes les actrices à transformer nos entreprises publiques en leviers stratégiques pour le développement de notre nation. Pour que nos entreprises publiques contribuent pleinement à la transformation économique du pays, il est essentiel de revoir leur cadre juridique, repenser leur gouvernance, moderniser leur gestion et réduire leur dépendance à l'État. Thierry Monsenepo, président du conseil d'administration de l'entreprise pétrolière Kobil, appuie les recommandations issues de ces états généraux auxquels il a participé. Les travaux ont permis à ce qu'on puisse dégager non seulement les difficultés que connaissent aujourd'hui ces entreprises publiques, mais aussi de donner des remèdes qui sont partagés entre d'une part les entreprises elles-mêmes via les mandataires, mais aussi le gouvernement qui a le devoir notamment de recapitaliser ces entreprises. Les entreprises publiques doivent être dirigées et tenues par des personnes de probité morale avérée, qui ont une capacité de management et qui ont un cursus académique réel et qui puissent permettre à ce que dans les domaines de compétences où ils ont eu à être formés et avoir une expertise, de pouvoir répondre aux défis de ces entreprises-là. Les états généraux des entreprises du portefeuille se sont bien passés avec de très bonnes résolutions. Reste que toutes ces recommandations soient réellement appliquées pour la relance des entreprises publiques pour l'épanouissement de l'économie congolaise. Parlons des dernières législatives provinciales et nationales à Masimanimba et à Yakoma. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a rassuré sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger les systèmes informatiques de son institution contre le piratage pendant le déroulement des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Yakoma dans la province du Nord Ubangi et Masimanimba dans la province du Kwilu à l'ouest de la République démocratique du Congo. Grâce au logiciel de sécurité performant, la centrale électorale a réussi à repousser plusieurs menaces de piratage de son système. C'est ce qu'a affirmé Denis Kadima, président de la CENI, ce dimanche 15 décembre 2024 lors d'un point de presse sur les bilans à mi-parcours au centre Bossolo. Il a également rassuré la publication de résultats provisoires pour ce mardi 17 décembre. Regardez.
Au total, 1303 tentatives de piratage ont été bloquées grâce à des logiciels de sécurité performants. Les systèmes de la CENI sont restés intacts après plusieurs attaques, a indiqué Denis Kadima lors du point de presse devant le professionnel de médias. Il a exprimé sa satisfaction en présentant le bilan à mi-parcours du bon déroulement de vote dans les circonscriptions électorales de Yakoma et Masimanimba. Le point à 11h donne la situation suivante. À Yakoma, sur les 355 bureaux de vote et de dépouillement prévus, 322 ont été confirmés ouverts, soit un taux d'ouverture de 93% à 11h. Par ailleurs, le reste, soit 53 bureaux de vote et de dépouillement, sont situés dans des zones non couvertes par les réseaux GSM, ce qui complique la communication et le suivi en temps réel. Pour Masimanimba, sur un total de 768 bureaux de vote et de dépouillement prévus, 563 ont pu être joints jusqu'à 11h, représentant 73% du total. Bien que peu de bureaux de vote et de dépouillement soient officiellement cartographiés dans des zones sans couverture réseau GSM, plusieurs mesures ont été prises par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour éviter des irrégularités majeures et la fraude constatée en 2023 ayant poussé à l'annulation des élections dans ces circonscriptions. Pour éviter la répétition des abus constatés dans un récent passé, la CENI a pris des mesures fortes et rigoureuses. 1. Concernant le personnel électoral, nous avons déployé des agents permanents issus du siège et des démembrements de la centrale électorale pour assumer des fonctions traditionnellement occupées par le personnel temporaire. Cette mesure vise à renforcer l'intégrité de ces élections, la compétence et la supervision des opérations. La CENI reste confiante pour le bon déroulement des élections législatives nationales et provinciales jusqu'au dépouillement à Yakoma et Masimanimba. Le résultat provisoire de ces élections seront annoncés au plus tard, c'est mardi 17 décembre 2024. Merci. Terminons avec les chapitres de l'éducation. Après les professeurs d'université, c'est au tour des assistants et chefs de travaux de l'université de Lubumbashi, Inulu, dans le Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, de lancer ce lundi 16 décembre un mouvement de grève sèche et illimité au sein de cette institution universitaire publique. Ces personnels scientifiques exigent la mécanisation du personnel scientifique, la correction de grades ainsi que l'application de l'accord de Bibois 2. Regardez. L'Alliance du personnel scientifique du Congo de l'Université de Lubumbashi déclare une grève sèche et illimitée sur l'ensemble de l'Université de Lubumbashi. L'AP-Cisco Unulu ne pourrait lever la grève que si le gouvernement congolais de la République démocratique du Congo satisfait les exigences du personnel scientifique de l'INILU, à savoir la mécanisation du personnel scientifique, la correction de grade du personnel scientifique, l'octroi de la prime de recherche, les paiements des arriérés de 8 mois de 2023, l'élaboration de la nouvelle grille barémique honorable, la mise en place du comité de suivi des accords de Bibois 2 par arrêté ministériel. Cette grève touche dans la région du Katanga, Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, l'association de corps académiques et scientifiques de l'Université de Lubumbashi, avec le professeur et cette fois-ci avec les personnels scientifiques regroupant assistants et chefs de travaux de l'Université de Lubumbashi. Tous ces enseignants, soutenant la démarche du Bon syndical national de l'enseignement supérieur et universitaire, voudraient voir le gouvernement congolais respecter les accords de Bibois 2. Fin de cette session du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Conditionnons la signature de tout accord à l'organisation d'un dialogue direct entre Kinshasa et le groupe terroriste M23 RDF. La délégation rwandaise a fait son choix. Le refus de participer à la rencontre tripartite prévue dimanche 15 décembre 2024 à Luanda en Angola. La chef de la diplomatie congolaise a démontré noir sur blanc que les refus de Kagame à se rendre à cette tripartite est la revendication pure et simple de la paternité du M23.
Élections législatives et provinciales à Massimanimba et Yakoma, le président de la CENI, Denis Kadima, a rassuré que les résultats provisoires seront communiqués au plus tard, c'est mardi 17 décembre 2024. Grève sèche et illimitée lancée ce lundi 16 décembre 2024 au Grand Katanga par les assistants et chefs de travaux de l'université de Lubumbashi. Ils exigent la mécanisation et l'application de l'accord de Bibois 2. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au programme de Mondico Télévision. Bonsoir.